Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Les travaux de réhabilitation des tronçons Sissela d'Abola Kouroussa ont effectivement débuté, ce qui pourrait contribuer à améliorer les échanges urbains en biens de première nécessité et réduire les accidents. Attention aux aliments avariés, du riz et du sucre impropres à la consommation retrouvée dans un magasin de stockage à Madina. Les trafiquants ont été arrêtés par les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés. Nous irons à Kindia à la découverte des jeunes passionnés de la terre. Avec plus de 50 hectares, Abdul Rahim Diallo entend moderniser sa production afin d'accroître les rendements. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À l'entame de cette édition, le condensé des activités menées par le chef de l'État. Pour cette semaine, le professeur Alpha Condé a reçu en audience des investisseurs chinois. Il a offert un dîner au président fondateur de Merci Chips. Et on peut noter également la signature de dons de 30 millions d'euros des Pays-Bas à la Guinée. Commentaire Ibrahima Keita. Le Royaume des Pays-Bas vient d'offrir 30 millions d'euros à la Guinée pour l'aménagement des plaines agricoles des îles de Kabak dans la préfecture de Fouré-Karia. Ce don porte sur la première étape d'un projet qui est le financement des études pour préparer un barrage afin de protéger les cultures de cette zone. La cérémonie de signature de cette convention de don a eu lieu cette semaine qui s'achève au palais Sékou Touré entre le ministre conseiller de l'ambassadeur des Pays-Bas et la ministre de l'Agriculture de la Guinée en présence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. À l'issue de la signature de cette convention, le premier conseiller de l'ambassade des Pays-Bas a dit que ce don vise à aménager une zone très propice à l'agriculture. Après 10 mois passés en Guinée dans l'offre de soins à la population, Merci Chips est en fin de mission à Conakry. C'est justement pour rendre hommage à cette mission humanitaire que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert un dîner au palais Sékou Touré. C'est un dîner offert au président fondateur de Merci Chips, à son équipe et aux membres du conseil d'administration. À travers cette invitation, le chef de l'État remercie ainsi l'équipe de ce bateau médical pour leur intervention en Guinée. Après 10 mois d'activité intense à Conakry à l'intérieur du pays, Merci Chips a touché il y a quelques jours le 100 millième patient. De 1992 à 2013 et 2019, Merci Chips a, en plus des interventions chirurgicales, contribué au renforcement des capacités de quelques médecins guinéens. Aussi, grâce au partenariat développé avec la Guinée, il a ouvert une clinique dentaire à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry où des soins et des formations sont dispensés aux Guinéens. Convaincu que le salut de la Guinée passe par l'agriculture, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu cette semaine en audience un groupe d'investisseurs chinois. Introduit par l'ancien ambassadeur de la Chine en Guinée, ces investisseurs composés de responsables de banques privées chinoises pour l'investissement sont venus prospecter le terrain en vue d'intervenir dans le domaine agricole partout en Guinée. Au cours de cette audience, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a rassuré ses interlocuteurs de la volonté du gouvernement et du peuple de Guinée de les appuyer car, selon lui, l'agriculture est le moteur de tout développement. Direction le Québec pour s'enquérir des échos de la première édition du Forum économique Guinée-Canada, initié par l'Association des Guinéens du Canada. L'objectif de cette plateforme est d'attirer les investisseurs canadiens vers des secteurs porteurs comme les mines et l'agriculture. Fodé Camara nous signe ce reportage. 2/3 des réserves mondiales de bauxite, 6 millions d'hectares de terres cultivables, les écologies des 4 régions aux produits agricoles de qualité, des produits agricoles mûris au soleil tropical de Guinée et arrosés par une hydrographie abondante. Tout ce riche potentiel du château d'eau de l'Afrique occidentale est présenté aux industriels et hommes d'affaires canadiens. Cette opération séduction est une initiative de l'Association des Guinéens vivant au Canada. L'objectif est de jeter une passerelle de business sur l'axe Conakry-Montréal pour nouer des partenariats multisectoriels
mutuellement avantageux. Nous sommes allés chercher quelques domaines qui étaient précis, qui étaient ciblés par le gouvernement guinéen pour pouvoir répondre à des besoins qui ont déjà été identifiés pour ne pas réinventer les choses. Moi, je travaille dans le domaine, alors je tenais particulièrement à ce que l'agriculture soit représentée. La première édition du Forum économique Guinée-Canada a permis de vendre à l'international les opportunités offertes par la Guinée dans des secteurs comme l'énergie, l'éducation, les mines et l'agriculture. Ce forum se tient dans un contexte marqué par la volonté de transformation structurelle de notre économie et d'accélération de l'émergence de la Guinée, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le plan de relance de l'économie rurale, amorcé par le programme prioritaire présidentiel d'appui à l'agriculture, a été largement exposé. Autre enjeu, l'amélioration du climat des affaires pour attirer des investissements vers la Guinée. Je pense que les secteurs qui ont été choisis pour ce forum, que sont l'agriculture, que la formation, l'énergie et les mines, sont des secteurs dans lesquels les Canadiens sont à la pointe. Et je pense qu'il y a de belles perspectives de collaboration entre les deux pays. Cet échange, je crois qu'il peut être profitable par tout le monde, dans la mesure où le président de la République, au cœur de sa politique, c'est l'installation ou l'instauration d'un partenariat gagnant-gagnant. Ça a toujours été le leitmotiv que le président nous a enseigné à tous et qu'il veut imposer, en fait instaurer dans la mise en place des problèmes économiques de la Guinée. Au-delà des affaires, ce forum permet aussi de faire du lobbying auprès du gouvernement canadien. Au finish, l'objectif est d'explorer toutes les voies diplomatiques pour la réouverture de l'ambassade du Canada en Guinée, pour améliorer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays. Revenons au pays, précisément à Kindia, où notre reporter est allé à la rencontre d'un jeune amoureux de la terre. Abdoulrahim Diallo évolue dans la zone de production de Benkili avec plus de 50 hectares de superficie cultivable. Il entend passer de la culture familiale à celle industrielle. Bien avant, Rahim sollicite l'appui du gouvernement et des partenaires. Falilou Diallo. Au départ, c'était juste une exploitation familiale. Aujourd'hui, avec les 50 hectares que compte cette plantation, on tend vers une exploitation semi-industrielle. Pour y arriver, beaucoup d'eau sont coulées sous le pont. Rahim Diallo, la trentaine, a pris goût au travail de la terre et ambitionne de perpétuer cet héritage familial. J'avoue que je ne me voyais pas être entrepreneur agricole, mais les différentes visites que j'ai faites au niveau de la Basse-Côte, à Bokeh, à Koya, ça m'a un peu séduit. Donc, puisque cette exploitation-là existe depuis assez longtemps et que ça appartient à la famille, j'ai décidé de me lancer à temps plein. Après plusieurs expérimentations manquées, des spécialistes ont été sollicités pour mieux assainir le périmètre et accroître la production. On a décidé, pour entretenir la plantation sur cette première partie, de mettre l'ananas en culture nettoyante. Vous voyez, nous voulons étendre ça sur près d'une dizaine d'hectares, l'ananas, mais en grande partie, nous voulons d'abord installer sous les pieds là et récupérer complètement la plantation. 3 hectares d'ananas et 2000 pieds de palmiers à huile sont en début de production. Et d'autres cultures vivrières et maraîchères sont annoncées pour cette première phase d'exploitation. Là où tu mets 3 hectares avec 110 000 rejets, si le protocole est respecté, le compte d'exploitation est respecté, à la longue, à la fin, ils pourront s'enquérir au moins de 550 000 rejets, soit 5 rejets par rejet planté. Au jour d'aujourd'hui, avant, ils n'avaient pas d'huile, ils n'extraisaient pas d'huile. Mais grâce à notre appui, aujourd'hui, vous-même, vous avez observé, ils sont en train d'extraire de l'huile. Depuis une dizaine d'années, la famille Satina évolue sur ce périmètre situé à Bikili, préfecture de Kindia. Des gros investissements ont été effectués, mais les résultats se font toujours attendre.
Mais avec le lancement en Guinée d'un projet de 121 millions de dollars lié à l'agriculture familiale, l'espoir renaît aussitôt pour cette famille. Dans un autre registre, les tronçons Sisila d'Abola et d'Abola Kouroussa sous la cadence des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Le groupe BGEC et une entreprise chinoise sont chargés de l'exécution des travaux. Pour l'heure, le chantier est en phase d'installation des bases techniques et la mobilisation des équipements. Le ministre des Travaux publics était sur le terrain en compagnie de notre reporter Mangafo de Touré. Le mouvement de ces machines rythme le quotidien des populations du centre-ville du Hamana depuis plus de 3 mois. BGEC s'active pour la réalisation des 15 km de voirie de Kouroussa. Financée par le budget national de développement, la réalisation de cette voirie concourt à améliorer l'image de nos villes. Sur le terrain, on peut s'apercevoir de l'état d'avancement des travaux. L'autre chantier dans la zone, Kouroussa d'Abola et d'Abola Sisela sur la route nationale numéro 1 est également en préparation. Les travaux sur Sisela Kouroussa évoluent très bien, c'est la phase d'installation. Vous avez constaté tout à l'heure, nous sommes dans la base vie logistique où vous avez constaté l'installation de la base vie presque finie à 100% et vous avez constaté de l'autre côté un peu à la rentrée de Kouroussa où on est en train de construire le logement plus le bureau de la mission de contrôle et derrière à 14 km après Sisela nous avons comme installation l'exploitation de la carrière de concasseur. Jusqu'à maintenant, nous avons terminé l'installation de la base vie. Et notre premier lot de matériel sera arrivé à la fin du mois. Les autres machines seront arrivées le mois prochain. Le groupement BGEC CCE-CC s'installe progressivement et mobilise les équipements pour le démarrage des travaux des 2 tronçons de plus de 151 km sur la route nationale numéro 1. Le projet est financé par la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen. La voirie urbaine de 15 km, nous avons constaté effectivement que le dégagement s'est fait sur tout le linéaire. Les travaux de fondation ont commencé à peu près 60% et les travaux d'assainissement aussi sont en cours. Donc on peut noter une certaine satisfaction quant aux travaux en cours au niveau de Kouroussa. Par rapport au projet de la route nationale numéro 2 qui va de Kouroussa à Dabola, nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer la cadence pour que d'ici la fin de la saison des pluies, qu'elle puisse commencer de façon plus pressante. Mais en attendant le démarrage effectif des travaux du tronçon, si c'est là d'Abola Kouroussa, le groupement BGEC CCE-CC aura pour mission d'assurer l'entretien de la route en vue de maintenir la circulation. Madiana change progressivement de visage. La gouvernance locale se porte bien dans la localité. Récemment, le préfet en tournée dans la région a fait le constat avec notre reporter Fodé Bangali Fofana. Site de prise de contact dans les collectivités rurales relevant de sa sphère géopolitique, ce sont les communes rurales de Kinyéran, Sansando et Morodou qui ont reçu le nouveau préfet de Madiana, Mohamed Lamine Doumbouya. Objectif, toucher du doigt les réalités des collectivités en vue d'apporter des solutions et appeler les citoyens au respect de la loi. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé m'a renouvelé sa confiance nommément dans les fonctions de préfet de Madiana depuis le 30 janvier 2019. Il est de tradition de faire une prise de contact avec la population, s'imprégner des réalités de ces collectivités, qu'est-ce qui marche dans ces collectivités, ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Au cours de cette tournée, les populations ont réservé un accueil chaleureux et enthousiaste au nouveau préfet, ce qui prouve à suffisance leur attachement aux idéaux du président professeur Alpha Condé. Une population résolument engagée à soutenir les actions du président de la République. À côté de cet accueil chaleureux, les populations ont exprimé un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire le problème de route, le problème de fourrage et d'autres problèmes liés à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous attendons de terminer la prise de contact dans la préfecture dans son ensemble. Nous ferons un rapport et à l'issue de ce rapport,
nous verrons M. le ministre de l'administration du territoire pour remonter à son niveau les difficultés que nous avons énumérées au niveau de cette collectivité. Mandiana est l'une des préfectures minières de la région où l'orpaillage est l'une des activités principales de sa population. Cette exploitation artisanale de l'or est à l'origine de plusieurs conflits entre les communautés villageoises. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté réellement qu'il y avait ce problème d'incompréhension, de malentendus entre le Sotikemo, entre les Tomboloma, entre autorités locales liées à la gestion des mines d'or. Donc je vous avoue, que nous avons pris tout notre temps pour écouter les gens. Nous étions avec plusieurs directeurs préfectoraux, dont le directeur préfectoral des mines. Alors les instructions ont été données pour voir dans quelle mesure on peut rétablir un climat de confiance, de compréhension et de bonne collaboration entre ces Tomboloma et les autorités locales et le Sotikemo y compris. Je vous avoue que c'est un problème très sérieux, mais au fur et à mesure, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous avons déjà entrepris qu'est-ce qu'il faut faire pour rapprocher les idées. D'autres sujets comme le renforcement de la sécurité avec l'implication des communautés à la base ou encore les mesures à prendre face à la présence massive des étrangers dans les zones minières et l'exploitation anarchique de l'or avec ses multiples conséquences néfastes sur l'environnement ont été également abordés au cours de cette tournée. À la page santé, la sage-femme, pilier de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, en guise de solution au problème, elle a besoin de formation de qualité puisque sollicitée a mené à terme une grossesse. Alga Simumba. Avec 550 décès pour 100 000 naissances, la Guinée est l'un des pays où le taux de mortalité maternelle et infantile reste encore très élevé. Pour faire face à cette situation, les sages-femmes sont souvent sollicitées et leur travail est indispensable pour mener à terme une grossesse. Leur professionnalisation permettra sans doute de sauver la vie des mères et des enfants. Donner une naissance doit être une chose vraiment de joie, une joie. Donc si elle apporte la joie, elle protège les enfants. Elle protège les personnes les plus vulnérables qui sont les ados et les jeunes. Au-delà de la période traditionnelle de la grossesse, les sages-femmes accompagnent également les femmes tout au long de leur vie. Cela en assurant leur suivi gynécologique à travers des conseils pratiques, notamment dans l'espacement des naissances ou la prévention de certaines infections. En fait, le processus d'accouchement que nous appliquons ici, quand les femmes sont référées, nous n'avons pas le temps de les retarder. Parce que nous savons que la plupart des femmes qui sont référées, par exemple, par les centres de santé, certains ont des problèmes pour se déplacer. Ils n'ont pas de soutien. Alors que vous verrez que c'est des femmes souvent qui viennent, ne sont pas préparées pour l'accouchement. Alors dès qu'elles viennent, par exemple, la première des choses, il faut évaluer d'abord, savoir quel est le problème de cette femme-là lié à son fœtus. Dans l'exercice de l'ensemble de son activité professionnelle, la sage-femme tient un rôle primordial dans la société, celui de prévenir et d'informer les femmes durant la période de grossesse. À la même page, l'association des pharmaciens grossistes de Guinée s'est réunie en session extraordinaire. À l'issue de la rencontre, d'importantes décisions ont été prises, parmi lesquelles figure la lutte contre la vente illicite des médicaments. Adjatou Bari pour plus de détails. APGG, Association des pharmaciens grossistes de Guinée, c'est la dernière née des associations du secteur pharmaceutique. Elle fait front commun avec ses consoeurs dans le combat contre la vente illicite des médicaments. De quoi favoriser l'assainissement du domaine pharmaceutique pour le bien-être des populations. L'interdiction de la vente illicite des médicaments, nous soutenons et encourageons toutes les activités entreprises par le ministère de la Santé, l'Ordre des pharmaciens et le syndicat national UNAPHARM pour la lutte contre le marché illicite dans le but de laisser ce secteur sensible aux professionnels que nous sommes. Sur le plan de la réduction des sociétés grossistes d'importation de médicaments, l'APGG se dissocie de ses consoeurs. Sur cette question d'actualité, elle préfère se référer à la loi pharmaceutique, une position qu'elle défend. Cette restriction
qui n'est autre que la limitation du nombre de sociétés grossistes dans notre pays. Pour la simple raison qu'aucun article de la loi L/2018/024/AN du 20 juin 2018 n'en fait cas. Au contraire, elle met l'accent sur des critères de création et d'exercice des sociétés grossistes pour dire que même s'il est question de 100 ou 200 sociétés évoluant dans ce secteur, dès lors qu'elles sont dans les normes, donc qu'elles répondent aux critères régissant notre secteur, elles sont libres d'exercer en toute quiétude. Créée en 2018, l'Association des pharmaciens grossistes de Guinée regroupe une quarantaine d'importateurs de produits pharmaceutiques. Leur objectif est d'approvisionner le pays en médicaments de qualité et accessibles à tous. Et puis ce communiqué conjoint, messieurs les ministres en charge de la fonction publique et du travail informe l'ensemble des travailleurs du secteur public, privé et mixte que la journée du lundi 27 mai 2019 est un jour ouvrable et de travail. Par conséquent, ils invitent l'ensemble des travailleurs du secteur public, privé et mixte à se présenter à leur poste respectif conformément aux heures légales du travail. Signé Bilinankoma Doumbouya, ministre de la fonction publique, Lansana Komara, ministre du Travail. Des produits avariés sur le marché de Conakry, du riz et du sucre reconditionnés dans de nouveaux sacs pour tromper les consommateurs. Pour éviter une intoxication alimentaire à la population, les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé viennent de démanteler le réseau au grand marché de Madina dans la commune de Matama. Alpha Isiagaba. La découverte est surprenante. Selon les services de sécurité, cette quantité de riz pourri stocké dans ce grand magasin situé à Madina est destinée à la consommation. Pire, les mêmes sources révèlent que cette marchandise est reconditionnée dans d'autres sacs d'une autre marque pour la mise en vente. Le mise en cause, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait les emballages de marque CAO, qui est officiellement connue en Guinée, très populaire. Donc, il transvasait le riz qui se trouve dans le sac Sunden, n'est-ce pas, dans les sacs CAO. Ça, c'est pour faciliter l'écoulement de la marchandise sur le marché. C'est que la qualité qui se trouve là est de mauvaise qualité. Le riz qui se trouve là est de mauvaise qualité, effectivement. Autre découverte dans le même endroit, ces sacs de sucre aussi reconditionnés dans de nouveaux emballages dont la marque est convoitée dans les ménages. Un acte que l'équipe des crimes organisés qualifie de sabotage et de contrefaçon. Qu'est-ce que les messieurs font? Ils achètent les emballages dans lesquels se trouve le sucre très cher sur le marché noir. Ils prennent la mauvaise qualité, ils transvasent dans le sac, n'est-ce pas, qui coûte très cher. Donc pour un consommateur guinéen, c'est la meilleure qualité, alors qu'en réalité, ce n'est pas une bonne qualité parce que la qualité qui se trouve dans le sac n'est autre que celle, n'est-ce pas, qui se trouvait dans le sac de mauvaise qualité. C'est ce qu'on appelle contrefaçon. Le poudrier qui est parti au marché, chercher ça, je lui dis qu'il n'a qu'à chercher les Sunden là. Les Sunden. Il était parti, il a gagné un peu de Sunden. Moi je lui dis qu'il ne faut pas le... Mais pourquoi tu as mis alors? Je lui dis qu'il ne faut pas le coudre, parce que ça c'est la marque de quelqu'un. Les équipes des services spéciaux ne comptent pas s'arrêter là. D'autres magasins sont dans les viseurs de l'équipe d'inspection des crimes organisés. Objectif, assainir le secteur de l'alimentation dans le pays. Réalité sociale à les villages SOS Guinée dans une dynamique de parrainage humanitaire d'enfants, une notion de solidarité pour favoriser l'engagement des personnes capables et désireuses d'aider les enfants démunis. Nanyuma Faro fait la promotion de cette action peu connue en Guinée. Tcherno Younoussaba, Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Près de 450 enfants sont aujourd'hui pris en charge dans les villages SOS de Guinée à Conakry, Kankan, Zérékoré et Labé.
Beaucoup d'entre eux sont orphelins. Dans ces espaces, ils retrouvent le sourire, bénéficient de soins et de programmes d'éducation. Afin d'accroître les capacités d'accueil des villages SOS, ces responsables plaident pour une implication des Guinéens et des acteurs locaux de développement dans l'appui au programme à travers des techniques de parrainage d'enfants. Ce n'est pas très répandu dans le pays. SOS Guinée veut désormais en faire une culture au niveau territorial avec une marraine nationale installée. Ma tâche va consister, entre autres, à sensibiliser les gens, à leur expliquer le sens hautement humain d'être parrain d'un enfant. Donc je profite de votre micro pour lancer un appel vraiment pressant vers toute la communauté guinéenne, vers tous les Guinéens, tous les citoyens guinéens, de faire si peu pour ces enfants. 94% des revenus ou des ressources des SOS sont financés par des gens comme vous et moi, mais de l'Europe. Vous comprenez bien que ceux-là, ils n'auront pas d'état d'âme lorsqu'ils veulent dire je ne veux plus financer un enfant ou l'éducation d'un enfant en Guinée. Parce qu'il n'y a pas un seul enfant européen ici. Il n'y a que des enfants guinéens. Et moi je sais et j'ai la ferme conviction que c'est parce que les Guinéens ne connaissent pas, c'est pour ça qu'ils ne font pas. Abba Elise Koivogi est la première Guinéenne à s'être engagée dans le programme de parrainage des enfants du village SOS. Il y a 2 ans qu'elle a accepté de tenter cette nouvelle aventure afin de redonner la joie de vivre à des jumeaux qui ont perdu leurs parents. On devrait tous se sentir concernés par le sort de ces enfants. 1 franc, 2 francs, 100 000, 200 000, c'est quelque chose. Et ça peut, tant que ça peut impacter positivement la vie de ces enfants, je pense qu'on devrait tous apporter ce qu'on peut à ce village d'enfants. Avec la stratégie de parrainage local, le village SOS Guinée entend être plus efficace aux côtés du gouvernement pour sortir les enfants désœuvrés de la rue, les redonner de l'espoir et les encadrer. Cette année, l'organisation célèbre ses 30 ans d'existence dans le pays. Le Ramadan, mois de l'aumône, à la Cité Solidarité, la coalition des jeunes femmes cadres pour la paix apporte des vivres aux pensionnaires de la cité. Un geste qui vient rappeler la nécessité du partage et de l'entraide en ce mois saint de Ramadan. Tcherno Ousmane Diallo. Mois de pénitence, le Ramadan est une période de partage. Durant ce moment, les fidèles sont invités à se rapprocher de leur Créateur, aussi par des actes de solidarité à l'endroit des plus démunis. Une période durant laquelle les actes de bienfaisance sont particulièrement encouragés et c'est ce qui motive la coalition des jeunes femmes cadres pour la paix qui vient ici en aide aux pensionnaires de la Cité Solidarité. C'est un mois de bénédiction, c'est un mois où chacun de nous doit faire du bien. Donc pour faire du bien, il faut réfléchir à une cible qui a vraiment besoin de ce bien. Donc nous avons jugé nécessaire de venir auprès de nos consoeurs, nos frères qui sont là, qui sont guinéens comme nous, mais qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous autres. Donc on a dit pourquoi ne pas venir faire une rupture avec eux. La solidarité, c'est les gens de bonne foi qui pensent aux démunis. Donc le geste permettra de passer de bonnes ruptures de jeunes. Plus de 700 personnes habitent cette cité construite il y a 4 décennies. Les dons de cette nature sont encouragés pour les soutenir. Parmi elles, beaucoup sont porteuses d'handicap. Il y a beaucoup d'associations en Guinée, mais très peu pensent à nous de la sorte. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Ces femmes comptent poursuivre leur action tout au long de ce mois et après, afin de mettre en œuvre une recommandation divine et jouer leur partition dans la promotion d'une Guinée harmonieuse. On enchaîne avec ce autre acte de générosité. Les étudiants de la 40e promotion de droit, sciences économiques et gestion de l'université Gamal Abdel Nasser font revivre leur cœur en ce mois saint. Ils viennent d'assister certains démunis de la capitale en vivre. Un acte humanitaire suivi de la lecture du Saint-Coran par des imams. Abdul Karim Kamara. Cette année encore, ils n'ont pas failli à la tradition en accomplissant ces œuvres de charité.
tous des cadres fruits de la 40e promotion de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Depuis plus de 5 ans, ils volent au secours des démunis. Chaque Ramadan, certains imams de la capitale sont invités autour du Coran, suivi de la distribution de vivres aux nécessiteux. Une manière de renforcer leur union sacrée qui date de leur vie estudiantine. Cette année, l'innovation, c'est que nous sommes en train de voir la faisabilité de mettre un acte permanent. C'est-à-dire qu'une action durable, comme des puits, comme d'autres actes que nous pouvons poser qui peuvent rester au-delà des années. Donc ça est en train d'être évalué pour mettre en pratique cette année. Pour le Ramadan 2019, le don est composé de 3 bœufs, 20 sacs de riz, 10 sacs de sucre et des boîtes de lait pour une valeur de 75 millions de francs guinéens. Les invités et les imams présents à la cérémonie estiment que cette action symbolise l'éducation divine à laquelle tout le monde est soumis. Ils sont constants dans leur action. Je ne sais même plus, ça fait la communième fois. Une chose qui est vraiment salvatrice, donc ils sont sur la voie du Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'ils pensent à leurs enseignants. Donc ça aussi, c'est une démarche recommandée par Dieu. Pas d'éducation sans religion. Quand on est religieux, je ne dis pas quand on est musulman, je dis quand on est religieux. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise religion dans la vie là. La mauvaise religion, c'est de même devant Dieu. Mais chaque religion dans la vie la donne éducation. Alors toute religion ici est importante. Quand on est bon religieux, on va être bon patriote. Parce qu'il y a l'éducation divine qui te dirige. Ce n'est pas seulement la loi qui est là. Au-delà des dons de vivres, l'amicale traduit aussi la même volonté par d'autres assistances à caractère humanitaire. Cette année, il est prévu d'assister certains orphelinats de Conakry et environ en vivres, habillement et kits sanitaires. Le grand cimetière de Lambaye est arrivé à saturation. Cet autre monde censé être la dernière demeure n'a plus d'espace disponible pour enterrer les défunts. Des opérations de remblayage ont été initiées, mais par faute de financement, les travaux sont arrêtés. Maurice Débé. Non loin de l'université Mahatma Gandhi, le grand cimetière de Lambaye, cet espace public d'inhumation des dépouilles mortelles, a atteint sa capacité d'accueil. Pourtant, cette sépulture reçoit en moyenne 5 dépouilles par jour. Une situation qui inquiète l'ensemble du quartier. Depuis 40 ans, la population de l'ensemble de la Lambaye, qui est aujourd'hui divisée en 3 quartiers, utilise cet espace ici. Il n'y a plus de place, d'espace vide. Ici, avant que le gouverneur ne vienne, c'était utilisé pour une carrière. Ça veut dire qu'il était difficile de creuser un tombeau là-bas pour un corps, carrière de gravier. Donc il y a des parties qu'on ne pouvait pas utiliser. Les parties qu'on utilise, c'est fini ça. Ça c'est fini depuis 40 ans. Cette dernière demeure est le seul endroit où tous les 2 quartiers Lambaye-Waria inhument les corps malgré l'augmentation de la population, estimée à plus de 100 000 habitants selon les autorités locales. Le remblayage reste aujourd'hui la seule alternative. Tous les 2 quartiers ne comptent que sur ce seul espace, sur l'unique espace pour enterrer les morts. Donc c'est ainsi qu'on a décidé de faire le remblai. Et grâce à une dame que ce début de travail a été fait. C'est cette dame-là qui a mis un peu de moins à notre disposition et on a fait au moins une trentaine de voyages de camions qui nous a aidé à obtenir ce niveau de travail. Nous avons fait un devis dès le départ de plus de 453 millions. Nous, avec nos petits moyens, on a réuni au moins plus de 20 millions. C'est avec ça que nous avons débuté les travaux. Aujourd'hui, comme vous avez constaté, les travaux vont bon train. Mais surtout que nous sommes au-delà de nos efforts. Nous sommes donc obligés de faire appel d'abord aux bonnes volontés, ensuite aux opérateurs économiques et enfin le gouvernement. Voilà pourquoi on s'est
dirigé vers les chefs de quartier, qui nous ont conduit vers les communes, gouvernement maintenant, on va maintenant vers le gouvernement. En 1992, la superficie initiale de ce cimetière a été élargie à 2 hectares. En 2000, il a été clôturé par le gouvernorat. L'augmentation de la taille de la clôture et sa sécurisation demeurent le souhait des responsables de ce endroit où tout le monde est appelé à reposer à jamais. Nous revenons sur ce communiqué conjoint avant de nous quitter. Messieurs les ministres en charge de la fonction publique et du travail informent l'ensemble des travailleurs du secteur public, privé et mixte que la journée du lundi 27 mai 2019 est un jour ouvrable et de travail. Par conséquent, ils invitent l'ensemble des travailleurs du secteur privé, public et mixte à se présenter à leurs postes respectifs conformément aux heures légales du travail. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Tout-Puissant nous incite à faire de la charité un prêt de bonne volonté que lui seul peut rembourser. Bon début de semaine à tous.